avis, est très très impressionné par les progrès qu'ont fait nos étudiants. Nous qui n'arrêtons pas de dire que le niveau ne fait que baisser. En fait, moi je suis agréablement surpris qu'il y ait des initiatives comme celle-là. Bravo, vraiment, je vous félicite et je vous encourage à continuer. Parce que la rédaction d'articles, la méthodologie, apprendre tout ça, moi, quand j'étais étudiant, c'était pour moi déjà de la science-fiction et je vois que des étudiants en médecine qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme commencent à faire ça, vraiment bravo. Voilà, donc on peut commencer. Mon classement. Je vous raconte ça, lorsqu'ils ont affiché les résultats. Je n'ai pas commencé plutôt avec la première page, la première et la deuxième page, pour moi c'était impossible, donc j'ai commencé à partir de la deuxième page. Et c'est bon, c'est bon. Alors, vous m'entendez? Donc, il y a un ami c'est le docteur Fora Bilal, il s'appelle comme moi, il est anesthésiste en France en ce moment. Il m'a dit Kulchi Mbrok Bilal. Et moi, j'ai commencé à accélérer un petit peu pour aller vers la fin du classement. Il m'a dit non, non, tu es dans la première page. Et j'étais classé, en fait, 9e. Voilà. Et à travers ça, je veux passer un message aux étudiants. J'ai pas du tout été brillant durant le cursus, hein. Alors loin de là. Mais je ne sais pas, parce que tout le monde peut travailler, mais tout le monde ne pourra pas obtenir ce qu'il veut. Pour moi, c'est grâce à Dieu, alhamdoulilah. Tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Et je n'ai pas toujours été brillant, mais lors des examens, je ne sais pas, il y a quelque chose. L'explication, c'est le bon Dieu. Voilà, donc j'étais classé 9e. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la cardiologie? Ça aussi, c'est une longue histoire. Enfin, moi, je voulais faire réanesthésie. Ça aurait été le choix du cœur. Et c'est mes amis qui m'ont dissuadé. Ils m'ont dit, ça peut pas être logique, tu es fou, tu es classé 9e, tu vas faire anesthésie. Moi, je ne trouvais pas ça du tout bizarre. Et ils ont réussi à me dissuader. Ensuite, j'allais faire ORL. Et c'est mon père qui m'a dissuadé. Je profite, docteur Bouhfara n'est pas là, je vais le dire. Baba قال لي ça va pas انا كنت في الكراج حاشاكم في الخنين وفي الكيح قلت له واش ندير بابا قال لي دير كارديو دونك سا سي اوسي سي اللي ياخذ راي والديه قالوا لا ما ربحتش سلك على خير دونك سي mon père qui a choisi pour moi. Et les trois, il y avait 4 postes, enfin il y a la question du nombre de postes. Oui, ok. Combien 4 ans. Oui, la plus difficile, pour moi, c'était surtout la première année. Parce que 2 mois, on nous laissait 2 mois seulement, et on nous mettait dans la garde comme première position. Donc en 2 mois, tu devais faire... ça a changé, je vous rassure, ça a changé. Maintenant, il y a un résident senior, il y a même un assistant qu'on peut appeler, qui fait une astreinte appellative s'il y a un problème. Mais à mon époque, 2 mois et on nous a mis dans le bain et c'était vraiment compliqué. Donc c'était surtout la première année. La 4e année, oui, l'examen et le travail. Mais c'est surtout moi ce qui m'a marqué, c'est la garde. On te lance comme ça au bout de 2 mois. C'était vraiment compliqué. Enfin, les responsables à ce moment-là avaient leur raison, mais je pense que ce n'est pas quelque chose à faire. Formation au service CHU. Je pense que mes collègues seront d'accord pour dire que durant mon cursus, il n'y a pas eu un seul cours de cardiologie pour les résidents. Et le médecin-chef à l'époque, il y avait la majeure de promo qui a fait cardio à ce moment-là, qui lui pose la question lors de la première réunion, parce qu'il nous a reçus dans le bureau. Elle lui a dit, elle a eu le culot de lui poser la question, de lui dire docteur, pour le programme des cours. Il a souri, il a dit, il n'a jamais fait de cours ici, ma fille. Donc, vous devez vous former. Et vous avez encore, je vais le dire, vous avez encore la chance ici d'accéder à des cours par Internet,
à de la documentation. Je dis pas, choses auxquelles on n'avait pas forcément accès à notre époque. Donc c'est une chance. Et c'est en plus, c'est une chance, mais un inconvénient aussi, parce que ça rajoute de la responsabilité sur vous. Ça veut dire que si vous ne savez pas, c'est de votre faute. Donc c'est un avantage et un inconvénient. La cardio, une spécialité importante, une autre spécialité. Peut-être, oui, peut-être. Dans le sens où c'est nous-mêmes qui faisons l'exploration. C'est-à-dire que c'est le cardiologue qui fait le CG, qui fait l'échocardiographie, la coronarographie, peut-être avec les progrès de l'imagerie, on dépend un peu des radiologues parce qu'ils nous font des coroscanners, quoi, des cardiologues peuvent être formés au coroscanner. L'IRM cardiaque, ça reste l'apanage des radiologues, donc oui, on dépend dans une certaine mesure. On n'a pas beaucoup d'anapathes dans notre spécialité, ouais, pour le moment, malheureusement. Voilà. Oui, on dépend un peu de la biologie parce qu'on a besoin de certains dosages. Mais certaines spécialités médicales, le médecin spécialiste doit être formé à l'exploration. C'est comme le gastro-entérologue qui doit faire l'écho, qui doit faire la fibroscopie aussi. Le cas le plus fréquent dans votre pratique, de plus en plus, c'est la cardiopathie ischémique, c'est les infarctus. Moi, je me souviens quand j'ai commencé la cardiologie, les anciens disaient qu'on voyait plus de la cardiopathie rhumatismale, rétrécissement mitral, insuffisance mitrale, tout, mais de plus en plus la cardiopathie ischémique, incontestablement. Relation médecin-malade. Ça se passe plutôt bien, ça dépend. Le médecin, je pense qu'on n'a pas été très formé dans ce domaine, mais je pense qu'on devrait mettre l'accent sur ça, comment gérer. Mais moi, personnellement, les malades disent que j'ai beaucoup de bonnes relations avec la GEIS surtout. Surtout quand je commence à parler des belles filles, ça elles adorent. Oui, mais un peu plus sérieusement, en relation médecin-malade, c'est très important. Très important dans le sens où, pour faire accepter un diagnostic à un patient, par exemple, je vous donne le cas le plus simple, hypertension par exemple, vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement asymptomatique, qui va bien, qui ne demande rien, qui, lors d'une mesure de tension qui s'est faite tout à fait par hasard, on lui dit que votre tension est élevée. Et certains, même beaucoup, pensent que c'est le tensiomètre qui déconne, lui, il va bien. Parce qu'il y a une idée reçue maintenant que les malades hypertendus ressentent des symptômes. Non, si vous mettez sur Google symptômes d'hypertension artérielle, la première phrase qui apparaîtra, c'est une maladie asymptomatique. Donc, faire tout dans une même consultation, par exemple, le malade vient, on lui prend sa tension, entre guillemets, blouse blanche, on lui donne le traitement, il sort avec un diagnostic, une ordonnance d'hypertension. Dans la majeure partie des cas, ça ne marche pas. Le patient va déchirer. Soit, dans le meilleur des cas, il va prendre son traitement pendant 2 mois. Après, il dit, non, je vais bien, moi. Pourquoi. Donc, ça, pour faire accepter certains diagnostics. Dans d'autres pathologies, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'insuffisance cardiaque pour la première fois, il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à dormir la nuit. Une fois, on lui donne le traitement et qu'il ressent ce soulagement, la relation, il est convaincu, il sait que son traitement, c'est sa vie. Mais dans certaines pathologies, par contre, c'est beaucoup plus... c'est basé sur la confiance entre médecin et malade. Et la manière de gérer cet aspect. Influence de la charge de la spécialité sur la vie personnelle. Ça dépend. Ça dépend du degré d'implication qu'on a pour notre métier. Il y en a qui commencent à 10h et finissent à midi. Donc, aucune influence. Il y en a qui passent des nuits. Moi, personnellement, je fais beaucoup de cardiologie interventionnelle. Et parfois, oui, ça prend... Ma femme n'arrête pas de me rappeler que je rentre toujours le soir. Et quand en plus c'est le week-end, c'est pire. On est obligé de se rattraper le week-end d'après. Alors... Technologie récente et intelligence artificielle. Intelligence artificielle, franchement, je ne pourrais pas vous répondre, je n'ai pas fait l'expérience. Mais par contre, en technologie récente,
Oui, oui, beaucoup. Vous savez que jusque-là, par exemple, certaines pathologies valvulaires sont traitées par chirurgie, on doit remplacer la valve. La cardiologie prend un peu plus le dessus sur certaines pathologies. On arrive à remplacer une valve aortique par voie percutanée, par exemple. On arrive à remplacer une valve tricuspide par voie percutanée. Les technologies récentes au niveau des devices, des dispositifs, des stents beaucoup plus performants. Technologies récentes, même en matière de médicaments, on arrive à avoir toujours des médicaments qui sont plus efficaces et qui rendent vraiment service aussi bien aux médecins qu'aux malades. Les défis auxquels vous êtes confrontés. Oui, lorsque la pathologie est vraiment lourde, lorsque la pathologie cardiaque est vraiment lourde, par exemple insuffisance cardiaque, par exemple trouble du rythme grave, complications mécaniques d'un infarctus du myocarde, par exemple un infarctus antérieur avec une dysfonction VG sévère, avec un malade en état de choc, ça c'est les pires scénarios. Par exemple, un infarctus antérieur avec une charge thrombotique sur l'artère et qu'on n'arrive pas à désobstruer. Mais après, c'est des spécificités. Par exemple, les défis dans le secteur public n'est pas les mêmes dans le secteur privé. Le secteur privé, c'est surtout le pouvoir se faire financer pour pouvoir travailler. Vous savez, un malade qui arrive dans une clinique privée qui a un infarctus antérieur et chez qui on doit faire une angioplastie primaire, c'est malheureusement un patient qui doit payer une somme qui n'est pas moins que 35 millions. Donc oui, dire au malade vous avez besoin de 35 millions pour vous sauver, ça reste compliqué. Après, pour le secteur public, je pense que j'ai quitté le secteur public en 2020. Les défis, c'est au contraire, c'est le manque de matériel. C'est vrai que le malade ne le paye pas, mais on n'avait pas d'estin tout le long de l'année, 2-3 mois, et puis c'est fini. Donc le reste ira ailleurs. La cardiologie interventionnelle, voilà. Alors comment ça s'est fait? Au départ, quand j'étais résident, en troisième année, on passait d'abord en salle de stimulation cardiaque. Et c'est là où on commence à apprendre un petit peu à gérer les voies d'abord vasculaires, que ce soit veineuses ou artérielles, à manipuler des cathéters et des sondes intravasculaires. Et c'est comme ça que j'ai appris, j'ai un peu su mon affinité envers cette activité. J'ai commencé à faire des pacemakers, à placer des pacemakers à partir de la troisième année. Dans mes camarades de promo, il y avait 3 filles, j'étais le seul garçon. Elles ont fait ça pendant 2-3 mois, puis elles ont arrêté, elles ont vu que ça ne les intéressait pas. Et juste après, c'est une chance aussi, c'est la volonté du bon Dieu, que la salle de cathétérisme a ouvert la première à l'EHS Benchico, actuellement appelée Jarry Mourtar. Et comme j'étais le seul garçon de la promo, donc automatiquement j'étais détaché. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après le DMS, il y avait 3 postes ouverts à l'EHS. J'étais pas forcément bien classé, mais personne ne voulait à l'époque, enfin même maintenant, les cardiologues sont plutôt allés vers un secteur de service civil où on passe le minimum de temps pour pouvoir quitter rapidement. Donc à l'EHS, c'était 4 ans. Finalement, j'ai passé 10 ans. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça m'a vraiment passionné. À l'époque, il n'y avait pas du tout des cliniques privées qui sont ouvertes, donc on ne réfléchissait pas à apport financier, mais plutôt passionné par la chose. Ce qui nous passionne le plus, c'est de voir l'efficacité immédiate. C'est une artère bouchée, artère ouverte, donc ça, c'est une satisfaction. Constantine versus ailleurs. Algérie versus ailleurs. Constantine versus ailleurs. J'allais dire, maintenant que la Constantine s'est dotée, le CHU de Constantine s'est doté d'une salle de cathétérisme, et ils ont la stimulation cardiaque. Donc, si on veut être formé, que ce soit en stimulation cardiaque ou en cardiologie interventionnelle proprement dit, on a le terrain qu'il faut.
Mais je vous dis, cette question, Dr Bouhfara a répondu. Ne basez pas votre décision de spécialité sur le service, sur les 4 ans ou 5 ans que vous allez passer dans le service. Moi, je vous dis, par exemple, à mon époque, pour moi, la spécialité la plus dure en travail, ça reste la gynéco, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, c'est des accouchements toute la nuit, c'est infernal, c'est bloc après bloc. Et malgré ça, il y a beaucoup de gynécos, parce qu'eux, ils réfléchissent après, ils pourront après faire exercer leur métier de gynécologue, que ce soit la cancérologie, que ce soit la, la, la procréation assistée, enfin, plein de créneaux qui peuvent vous motiver à... Donc, ici en Algérie, cette question importe peu. Basez plutôt votre choix sur votre aptitude à exercer cette spécialité. Algérie versus ailleurs, oui, clairement ailleurs, ça ouvre plus de perspectives, la formation elle est meilleure, vous êtes au contact des meilleurs, des maîtres, des leaders, vous pouvez apprendre rapidement, la pathologie elle est vraiment variée et clairement la formation à l'étranger est meilleure. Mais croyez-moi, beaucoup, comme a dit Dr Rajour, même les médecins cardiologues qui ont été formés ici se débrouillent pas mal à l'étranger. Niveau des cardiologues privés versus hôpitaux. Alors, si on parle des niveaux de compétences, moi je vous ai dit, j'ai quitté le secteur public il y a 4 ans, presque 4 ans, pas encore. Il y a beaucoup de cardiologues privés qui ont quitté le CHU par obligation, pas par choix. Donc les compétences, vous pouvez les trouver partout. Il y a aussi il faut le dire, il y a des médecins qui sont restés au CHU aussi par obligation, pas par choix. C'est compliqué de répondre à cette question. Vous me demandez de juger le niveau des cardiologues, c'est un peu compliqué, mais je vous dis, je connais pas mal de médecins qui sont dans le privé, qui sont excellents, qui continuent à se former, qui continuent à évoluer, qui ont continué à progresser. Donc, mais l'hôpital, bien sûr, l'hôpital, lorsqu'on parle, ce que je dois préciser, lorsqu'on parle de rang hospitalier universitaire, ça veut dire qu'on a aussi, bien sûr, des compétences, mais aussi des aptitudes à l'enseignement. Donc, si on est porté, je ne sais pas qui a dit ça, c'est l'oncologue, c'est aimer partager quelque chose qu'on a appris. Donc, si on est dans l'enseignement, dans l'envie d'enseigner, dans la pédagogie, oui, restez dans l'hôpital et ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. En plus, vous aurez la chance d'avoir en général, les progrès et les nouvelles techniques vont commencer d'abord à l'hôpital, ensuite ils vont être projetés dans le privé. Recherche scientifique. Tout dépend de ce qu'on veut dire par recherche scientifique. C'est peut-être cette nouvelle initiative qui va apporter de la recherche scientifique, mais quand j'entends moi recherche scientifique, c'est vraiment apporter du nouveau, vraiment dans la recherche de nouvelles perspectives, de nouvelles thérapeutiques. Je ne pense pas que ça soit encore faisable en Algérie, je ne sais pas. Mais si on parle de recherche scientifique, parce que dans un service particulier, un médecin veut, par exemple, définir la prévalence de l'infarctus du myocarde dans une population comme la population de Constantine, ça c'est autre chose. Mais recherche scientifique proprement dite, progrès et nouvelles technologies, il faudra savoir qu'on a du mal, comme vous dit Dr Tachor, à avoir par exemple des anticorps pour ces explorations. Moi, en tant que cardiologue, on a du mal à avoir des stents pour pouvoir assurer une chose aussi basique que l'angioplastie primaire. Donc c'est difficile de parler de recherche scientifique. Avenir de cardio en Algérie, ça dépendra. Vous avez entendu mon collègue l'oncologue dire que l'État a mis une politique de prise en charge en oncologie, pour la cancérologie.
Eh ben, l'avenir de la cardiologie ou de la NAPAT ou d'autres spécialités, il faut le dire, en Algérie, il faut qu'il y ait une volonté politique. Par exemple, si on veut améliorer la prise en charge du patient cancéreux, voilà, on prend des décisions pour pouvoir améliorer. Elle vous a donné un exemple pour les malades qui ne sont pas assurés pour accéder à des médicaments chers. Donc, si on veut améliorer, par exemple, la prise en charge de l'infarctus à la phase aiguë en Algérie, il faut que ce soit une volonté politique. Et à ce moment-là, on va inviter les spécialistes, les experts, pour mettre les mécanismes afin d'améliorer cette prise en charge. Pour l'instant, au niveau politique, on parle plus d'économie, d'agriculture, on n'entend pas vraiment des choses. Moi, je dis peut-être qu'on cherche d'abord l'argent afin d'améliorer la santé, parce que la santé, ça nécessite beaucoup d'argent. Un cardiologue en un mot, ben, c'est quelqu'un qui doit s'occuper des cœurs des gens. C'est quelqu'un qui doit être tout le temps à la page, être tout le temps à l'écoute de son patient, être une personne qui sait, par exemple, détecter les différentes détresses chez son patient, ne pas se limiter uniquement à l'aspect cardiologique du patient. واش يقولوا on va vous voilà. يقولوا la cardio فيها دولار بزاف ديروا c'est pour ça ديروا orthopédie خير. Les orthopédistes sont mieux payés que nous. Enfin oui, ça permet de bien gagner sa vie, ça, je vais pas nier. Et on n'a pas posé la question de la sous-spécialité. Moi je pense que c'est valable pour toutes les spécialités. Si vous voulez, d'ailleurs le docteur Bouhfara l'a dit, si vous voulez essayer d'abord d'acquérir des compétences et à ce moment-là vous allez sortir du lot et automatiquement l'argent vient tout de suite. Il y a plus en plus de cardiologues. À la Nouvelle-Ville par exemple, il y a 7, 8 ou 9 cardiologues. Donc ils vont se disputer la patientèle qui existe là-bas. Si par contre il y en a un qui essaie de sortir du lot par une exploration, par exemple écho-transosophagienne, échographie de stress, ça permet un petit peu de gagner des dollars, entre guillemets. Mais oui, c'est une spécialité qui nous permet de bien vivre. La médecine en général, c'est une responsabilité et cardio-responsabilité x10, oui. Oui, ça c'est clair. Ce qui est le plus difficile pour moi, et ça je le dirais toujours, c'est un patient qui vient par exemple pour un infarctus et qui malheureusement décède et on doit annoncer ça. Le moment le plus dur dans ma carrière, c'est d'annoncer le décès d'un patient à ses parents. Ça, je donnerai tout pour ne pas vivre ce moment. Is it true that voilà, c'est ce que je dis. Oui. Bon, un peu moins en cabinet peut-être, mais en cardiologie interventionnelle, pour moi, tout malade qui rentre au bloc, c'est un mort potentiel. Une simple coronarographie peut se compliquer du décès de patient. D'ailleurs, raison pour laquelle on donne toujours un consentement au patient assigné. Ce consentement ne dédouane pas le médecin. Ça ne veut pas dire qu'il peut faire ce qu'il veut, il ne rendra pas des comptes. Non, ça veut dire que le patient est informé du risque de la procédure et qu'il accepte de subir cette procédure. S'il ne signe pas ce consentement, et après il y a un pépin, il pourra à ce moment-là vous être attaquable. Mais si le patient, si le consentement et si jamais arrive quelque chose, on peut toujours vous demander des comptes, mais si votre procédure, votre attitude a été correcte, personne ne pourra vous faire. Mais oui, pour la cardiologie interventionnelle, c'est un stress vraiment énorme. Et c'est pour ça que si on n'aime pas, on ne peut pas le faire pour de l'argent. Croyez-moi, l'argent que ça rapporte ne vaut pas le stress qui vient avec. Secteur privé, étatique, ma fihèche. Absolument, oui.
C'est clair. Donc, si on parle en général du problème de la santé en Algérie, des raisons, c'est que moi, par exemple, j'ai fini mon DMS en 2009. J'ai rejoint Benjico en 2010 et j'ai quitté Benjico en 2020. 2010, 2011, 2012, 2013, j'étais en apprentissage, j'étais en train de gagner en confiance, j'étais en train d'apprendre les différentes techniques. Mais au bout, en 2020, c'est pas que j'ai tout appris, on n'apprend jamais tout. Mais disons que c'est là où le médecin devient le plus productif durant sa carrière. Et à ce moment, il quitte. Ben parce que le fossé est grand. Hein, c'est pas... Moi, si on me donnait 2 fois moins dans le public que dans le privé, je resterais dans le public. Mais la différence, elle est énorme. La réponse devient facile. On a fait médecine, on a fait cardio, on a fait onco, on a fait un appât pour vivre bien sa vie aussi, surtout pour un homme. Hein. La question peut-être un peu moins pour la femme. Non, mais il a des responsabilités là, à mon sens. Et oui, c'est lui qui est le leader dans la famille et c'est lui qui doit apporter à sa famille un certain bien-être, un certain confort. Cardio صعيبة وتبقى تقرا malgré que تخرجت تقرا partout, toutes les spécialités, hein, pas en cardio. Parce que dans toutes les spécialités, il y a des progrès, il y a des choses nouvelles, il y a des recommandations, les sociétés savantes, par exemple, je vous dis un exemple, par exemple, dans le diabète, on continue à inventer des médicaments. Dans l'hypertension, non, ça s'est arrêté depuis un certain nombre d'années. Mais en diabète, en oncologie, on invente aussi, on invente des techniques. Mais oui, je pense que ça, vous l'avez compris dès le départ. C'est cliché, les classés, les dire cardio, même si ما يحبهاش. Moi, j'en suis un. Moi, c'est. Mais n'ayez pas peur. Croyez-moi, n'ayez pas peur de faire une spécialité que vous n'aimez pas au départ. Ouais. Le docteur Tachor vous a donné l'exemple. Moi aussi, je n'ai pas fait cardio dans l'internat. J'ai pas fait cardio dans l'internat. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai suivi à la lettre le conseil de mon père. Donc, n'ayez pas peur. Si vous n'êtes pas bien classé, prenez une spécialité que vous jugez la plus proche de vos espérances et essayez. Ça, vous pouvez aimer, vous pouvez persévérer. Autre chose, moi, on dit cardio, dit les 10 premiers au concours. J'étais 9e, j'ai pris le dernier poste. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Mais dans mon époque, moi, je vous le dis, hein, je ne m'en cache pas, la méthode d'évaluation n'était pas bonne. Par exemple, 3 questions cliniques, 3 questions chirurgie, 3 questions biologie. Tu as passé le même examen? QCM. Non, pour moi, c'était les questions de synthèse, les fameuses questions de synthèse, c'était du parcourisme. Je vous le dis, il y a plein de médecins qui n'ont pas été bien classés, par exemple, les concours, la méthode, l'ancienne méthode, qui ont excellé ailleurs. Hein. J'ai un ami qui a passé avec moi l'examen, qui n'était pas bien classé, il a fait médecine de travail, et il est cardiologue en France en ce moment. Hein. Donc, de ce côté-là, la méthode d'évaluation n'était pas du tout adaptée, ça ne reflétait pas vraiment le niveau du candidat. Merci. Voilà. Alors, si j'ai un message, c'est que pendant votre cursus de résident, essayez vraiment de travailler. C'est vraiment travailler, bien sûr, études et travailler aussi auprès du malade. Le malade vous apprend beaucoup. Bon, je pense que le stéthoscope, c'est une histoire de... Pour moi, c'était l'énigme d'entendre le cœur.
Et c'est quoi le B1, c'est quoi le B2, c'est quoi le souffle systolique, c'est soit le souffle... Oui, mais après, le stéto, c'est une marque de médecin pour toutes les spécialités. Hein, même, donc, le fait de mettre un stéto, ça veut dire que je ne suis pas infirmier, je suis médecin. Je pense que c'est un peu ça. L'obsession de la cardiologie, oui, on me dit que c'est une belle spécialité. Enfin, c'est ce qu'on me disait. Les candidats, les Agboumaya à l'examen, ils étaient unanimes, hein, dire cardio. Après, je ne sais pas, moi je voulais faire de la réanesthésie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on était sous l'influence à l'époque de la série Les Urgences. Je ne sais pas si vous regardez ça toujours maintenant. On aimait bien. Il faut Grey's Anatomy. Grey's Anatomy مخلطة بزاف les sentiments. Donc, les urgences, on voyait vraiment des cas réels dans les urgences. Et moi, quand j'ai fait plusieurs passages en réanesthésie, j'aimais bien cette action. Mais c'était loin de la réalité. Hein. Voilà. Toi, tu feras cardio, apparemment. Vas-y. Comment on peut rattraper le manque de formation, que ce soit en cardio ou dans notre spécialité? Oui, c'est une très bonne question. Alors, vous savez bien, dans la formation du médecin, il y a le côté théorique et le côté pratique. Vous devez être bien calé dans le côté théorique. Ça ne veut pas dire... Vous devez... La littérature, vous devez, pas la maîtriser, mais être vraiment au courant de ce qui est, par exemple, une pathologie. Vous devez cerner le côté théorique. Après, il y a un côté pratique pour les spécialités qui sont... Par exemple, moi, quand j'ai commencé à Benchico, il y a plusieurs, dans la cardiologie interventionnelle, traitement des coronaires, il y a des lésions un peu spécifiques. Ça ne se limite pas à une sténose sur une artère sur laquelle on peut mettre un stent. Ça peut être une lésion de bifurcation. Et à ce moment-là, avec l'Internet, avec l'ouverture un petit peu dans le monde, on peut accéder à des webinars, à des cas réels où on voit un petit peu les différentes techniques, par exemple, de traitement de bifurcation. Par exemple, les occlusions chroniques, une artère complètement occluse. Comment on arrive à désobstruer cette artère? Et on voit ça. J'ai jamais vu quelqu'un le faire devant moi, mais en ayant un petit peu cerné la littérature, les différentes techniques théoriquement, en ayant vu un petit peu sur vidéo comment ça se passait, c'est valable aussi pour les chirurgiens. Ils voient beaucoup de webinars sur, par exemple, la célioscopie, les traitements des différentes pathologies chirurgicales. J'imagine aussi on en a pas. On apprend beaucoup de ces plateformes. D'autres questions? Merci.